quel plaisir d'écouter Noir Désir quand même, c'est un bon morceau de ma jeunesse. On est de retour dans C'est quoi le titre avec comme thématique générale les enfants terribles de la musique, et je suis très impatient d'écouter Christian Einhorn sur sa vision des enfants terribles de la musique associée à la musique classique. Alors effectivement, l'univers de la musique classique est habituellement considéré comme sage, peut-être même trop sage, et peu connu pour ses excès. On oublie qu'il a été marqué par des débats esthétiques violents, des querelles d'école et de tradition, des polémiques, voire des scandales ou des batailles rangées, la plus connue étant la création du Sacre du Printemps de Stravinsky, où le public a failli en venir aux mains. J'ai donc trouvé qu'avait sa place ici un enfant terrible de la musique d'abord baroque, puis classique et romantique, un des plus grands chefs d'orchestre de ces dernières décennies. C'est aussi une forme d'hommage puisqu'il est mort très récemment. Je veux parler du chef d'orchestre autrichien Nikolaus Harnoncourt. Il devait être prédestiné à être un trublion, un empêcheur de danser en rond ou plus simplement un emmerdeur, puisque déjà enfant, il n'en faisait qu'à sa tête et disait toujours non. Il a commencé sa carrière comme violoncelliste de l'Orchestre symphonique de Vienne, donc sous la marque d'une tradition culturelle et musicale bien ancrée, mais une tradition pas obligatoirement au meilleur sens du terme. Deux choses l'ont très tôt frappé. D'abord, pour la première fois dans l'histoire, si on veut remplir les salles de concert, il faut jouer des œuvres du passé. La musique contemporaine s'étant coupée de son public. Ce n'est probablement pas un bon signe de santé culturelle et de renouvellement. Ensuite, il a constaté qu'on jouait à cette époque, années 50 à 70, toutes les musiques, notamment la musique baroque, dans une fausse tradition interprétative issue directement de la musique symphonique de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Trop de musiciens, un son d'orchestre trop ronflant, trop fondu et pas assez différencié, des rythmes trop réguliers, style moteur à explosion, trop partout, bref, l'ennui mortel. Il a donc, dès les années 50, avec quelques amis, commencé un immense travail de documentation, de réflexion et de pratique musicale sur les instruments anciens, leur timbre, l'effectif adapté aux œuvres, l'utilisation de voix d'enfants, l'articulation et les phrasés. Tous éléments qui, 50 ans après, semblent aller de soi, mais qui à l'époque étaient iconoclastes, bouleversaient les habitudes d'écoute et valaient à Harnoncourt de nombreux et perfides ennemis. Je me souviens de la tribune des critiques de disques de France Musique où on entendait des hurlements du style « Une passion de Bach n'est pas une valse de Strauss ». Mais il n'y avait aucun dogmatisme dans cette recherche. Contrairement à ce qu'on lui reprochait, Harnoncourt ne cherchait pas à reconstituer comme dans un musée la musique de Bach ou de ses contemporains, comme on l'a joué dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il en cherchait simplement la vérité expressive, par des moyens qu'une tradition figée ne permettait en général plus de trouver. Comme il disait, seul compte la musique. Il disait aussi, peut-être qu'on ne sait pas comment c'était à l'époque, mais on est sûr de ce que ça n'était pas. Ensuite, Harnoncourt a considérablement élargi son répertoire aux musiques de la fin du XVIIIe et du XXe siècle, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, jusqu'à Bartók, Stravinsky et même Gershwin. Cette fois en dirigeant des orchestres traditionnels sur instruments modernes, parmi lesquels les plus grands Amsterdam, Vienne, Berlin. L'ironie de l'histoire est que certains interprètes de la génération suivante de baroqueux, comme on les appelle, à qui il avait pourtant ouvert la voie et qui lui devaient beaucoup, n'ont pas compris cette évolution, pensant que l'ancien enfant terrible et pionnier s'était assagi et embourgeoisé. Ces ingrats ne comprenaient pas qu'après avoir pourfendu une certaine tradition, eux-mêmes en avaient créé une nouvelle, et devenaient les nouveaux dogmatiques et les nouveaux gardiens du temple baroque, le meilleur moyen d'en faire un ghetto. Bref, le contraire de la démarche d'Harnoncourt, esprit libre et chef de génie, qui a su rester un enfant terrible jusqu'à ses derniers jours. Voilà pour les présentations. On peut maintenant passer aux travaux pratiques. Ah bah avec plaisir. Alors les preuves musicales de ce qui vient d'être dit sont innombrables. Pour le fun, j'ai choisi un des plus grands tubes de la musique classique, les 4 saisons de Vivaldi. Le truc mainstream quoi. Absolument. En vous faisant écouter alternativement Karajan, on en parlait tout à l'heure. Les trompettes sont déjà en action. Le nazi repenti et Harnoncourt. Version enregistrée à quelques années d'intervalle. D'abord un extrait de l'automne, La Chasse. Et pour commencer la version Karajan avec le Philharmonique de Berlin. Que des trucs de baroque. Hein. C'est parti. Je vous ai parlé tout à l'heure de rythme régulier et de moteur à explosion. On a ici un 3 temps métronomique et sur la longueur parfaitement soporifique. Faites-moi confiance. Genre vrai. Orchestre à perruque poudrée pour accompagner un docu-télé sur les châteaux de la Loire. Oh merde, faut que je m'échange alors. Maintenant à Harnoncourt.
Ici, des timbres différenciés, pas jolis, quelquefois même laids, mais expressifs, un rythme bousculé, de l'inattendu, bref, la vie. Bah, ça commence à groover un peu même. Ça groove, hein. oui, absolument. Ensuite, un extrait de l'hiver, pour rester dans les 4 saisons, nommé La pluie, d'abord par Karajan. Bon, vous avez entendu qu'on est de nouveau dans les perruques poudrées. Donc très joli et parfaitement ennuyeux. Un peu plus Un poétique. violoniste parfait qui joue ça comme le concerto de Brahms. Alors, qu'est-ce que ça donne par Harnoncourt ? Écoutez juste les cordes pincées des violons, ce qu'on appelle des pizzicati, comme des gouttes de pluie sur la vitre. Alors Harnoncourt joue ça, vous l'avez remarqué, 2 fois plus vite que Karajan. Non, mais- 1 minute 12 contre 2 minutes 15. Il y a une différence flagrante. Hein, c'est Eh ben, c'est magnifique même. C'est bien plus intéressant et plus expressif. Bon, ça fonctionne mieux. Alors pas par le rythme et les accents comme dans l'exemple choc et un peu facile de l'automne, mais bien plus subtilement par les timbres, l'articulation, la force d'évocation et la poésie. Donc pour ceux que ça intéressait, des exemples de ce type sont absolument innombrables dans la très grande discographie de Harnoncourt, à commencer par Haydn et Mozart. Merci beaucoup. Yeah. Bravo, Christian. J'aime beaucoup ces petits ateliers participatifs là. Ça nous fait rappeler quand même, tu disais tout à l'heure, Sam, que tu aimerais bien remonter le temps et puis retomber pile poil à des grandes compositions classiques, mais jouées par les compositeurs. Ah, j'aimerais beaucoup assister à un concert de Beethoven dirigé par Beethoven. Ouais, ça devait valoir le déplacement. Si j'ai bien compris, hein, ce compositeur, en tout cas cet interprète, est un petit peu enfant terrible de la musique, mais plutôt dans ce qu'il a apporté de novateur et de Dans ce fort, qu'il a quoi. apporté de novateur dans l'interprétation musicale, mais encore une fois, pas par volonté d'être dogmatique et de créer une nouvelle école dont il ne faut pas Il a sortir. fait ce qu'il voulait faire. Il quoi. a fait ce qu'il voulait faire, Ce et qu'il il a ressentait. recherché simplement l'expressivité et la musique. Bah, ça me fait penser à d'autres exemples de ces enfants terribles qui ont vraiment fait changer la musique et de façon presque légendaire. On peut parler de Miles Davis, peut-être même qui rejoint les deux caractères enfants terribles entre l'utilisation de tous les narcotiques existants sur Terre et surtout avec ce qu'il a pu apporter. Le jazz regroupe quand même beaucoup d'enfants terribles, mais dans tout ce qu'ils peuvent apporter comme nouveau. Quelqu'un a un exemple Christian, je te sentais vouloir prendre la parole. Je sais pas, Bill Evans par exemple, qui est un grandissime pianiste de jazz, d'ailleurs fortement influencé par le classique. Il adorait Debussy notamment, et qui a aussi abusé de certaines substances plutôt illicites. Ou Charlie Parker. Hmm. D'ailleurs, Ouais. il en est mort. Jaco Pistorius. Hein. Pasto. Pastorius. Pistorius, Pasto, c'est celui quoi. qui court. Qui court. Non mais Il a aussi On- buté, ouais. sa nana. Hein. on peut dire que Pistorius a apporté Qui aimait aussi Supertramp. au jazz et au Non, au alors, funk jazz alors, une lame de fond novatrice. Bon, je voulais aussi parler de John Zorn en jazz, qui est aussi enfant terrible, mais pour ce qu'il a apporté. Ça va plus te parler, Sam. Brian Eno. Oui. Ah ben, enfant terrible de la musique, mais dans ce qu'il a apporté à la musique, au rock'n'roll contemporain, quoi. C'est-à-dire que c'est un des rares claviers dont on connaît le nom.
Il y a Brian Ce qui est Eno. déjà beaucoup. Et il y a John Lord. Et peut-être un peu Keith Emerson. Mais sinon. Mort récemment, hélas. Oui. Le Malheureusement. clavier des Doors aussi. Et le clavier des Doors, Vraiment voilà. ça. Et il y en a comme ça, une Qui petite. s'appelle donc le clavier des Doors. Voilà. Raymond Zarek. Et ils sont très rares, les claviers, notamment dans le rock'n'roll, dont non seulement on a retenu le nom, mais déjà qu'on l'ait connu Ouais. avant de le retenir. En général, voilà. Et donc, dans les groupes de rock, en général, c'est le seul mec qui sait lire une partition. Et rien que pour ça, il passe pour un extraterrestre et il est un peu mis de côté parce que, bon, question enfant terrible avec perruque et poudre. Il y avait Rick Wakeman aussi.